Mesdames et messieurs, bienvenue à la librairie Les Volcans aujourd'hui, donc pour accueillir Monsieur Jean-Baptiste Marie, professeur à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, pour son livre Villa moderne du bassin d'Arcachon. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de partager avec vous ce moment. Merci à la librairie Les Volcans pour son invitation. Merci aussi d'être le relais de cet ouvrage qui est peut-être à quelques longueurs d'intérêt parfois, ou en tout cas géographique, de Clermont-Ferrand, mais peut-être justement sur la question de l'intérêt. Je vois que vous êtes nombreux et je m'en réjouis. Je vais essayer de vous le présenter, cet ouvrage, non pas à travers une conférence cathédrale, magistrale, mais plutôt de vous donner un aperçu en fait de quelles sont les questions qui sont posées sur cette école de la modernité qui s'installe finalement sur le territoire de cette petite mer intérieure que constitue le bassin d'Arcachon. Alors, je vais en feuilleter à travers quelques images que vous allez découvrir, qui sont en réalité les pages de cet ouvrage que je vais finalement feuilleter avec vous. Le bassin d'Arcachon est situé, comme vous le savez, en Gironde. C'est une mer intérieure qui est d'abord et avant tout historiquement un territoire marécageux avec aussi une partie dunaire relativement importante, avec la fameuse dune du Pilat que vous retrouvez en contrebas, avec les fameux incendies que vous aviez au courant de l'été sur la partie sud du bassin, et puis cette pointe dite aujourd'hui de la pointe du Cap Ferret, comprenant aujourd'hui un chapelet de villages qui sont ces petits hameaux qui aujourd'hui font l'objet d'une urbanisation beaucoup plus forte. Le bassin nord, qui a été quant à lui une zone d'aménagement, je vais revenir dessus, historiquement marquée sur le territoire, et puis au centre, la fameuse île aux oiseaux, qui est finalement l'image d'Épinal d'une certaine manière de cette mer intérieure que constitue le bassin d'Arcachon, et également avec ces deux fameuses cabanes chanquées pour ceux qui ont l'image en tête. Alors, je vais essayer de vous raconter l'histoire de la construction de cet ouvrage, construction d'un ouvrage qui est en fait le récit de l'aménagement de cette mer intérieure, et en particulier vous révéler aussi une école de la modernité qui s'est installée entre 1950, on verra qu'elle est passe en genèse, jusqu'à l'architecture plus contemporaine, et sur laquelle on reviendra après à travers un certain nombre d'exemples. Cet ouvrage, il a été constitué à l'occasion du confinement, c'est 3 ans en fait d'enquête. Je vous rappellerai sommairement, mais pour vous donner, c'est d'abord un arpentage sur le terrain, c'est-à-dire une visite de terrain qui a été faite à vélo. Ça a été également un inventaire qui a été réalisé sur le terrain avec l'identification de l'ensemble des villas et des éléments remarquables associés à ce territoire. Et puis c'est des sources archivistiques qui ont été mises en place, examinées, auscultées, à la fois aux archives de Lège-Cap-Ferret, la commune, des communes aussi d'Arcachon, et puis plus globalement également les fonds départementaux, les archives de la Gironde, les archives nationales où un certain nombre de fonds étaient présents, le musée d'Orsay, et puis un certain nombre d'autres fondations, telles que par exemple la fondation Le Corbusier, puisque Le Corbusier œuvre sur ce territoire. J'y reviendrai pendant près de 10 ans dans quelques instants. C'est un ouvrage que je n'ai pas réalisé seul, et l'exigence m'impose de citer la co-auteure qui est Élise Guilherme. Élise Guilherme est historienne de l'architecture, aujourd'hui maître de conférence à l'École nationale supérieure d'architecture de Marseille, et quant à moi je suis donc architecte de formation, docteur en architecture, et j'assure je suis professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. J'en assure la direction de l'unité mixte de recherche.
Et donc dans ce contexte-là, donc pour terminer cette présentation, donc en tant que professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand, je me suis intéressé à ce territoire. J'expliquerai aussi peut-être pourquoi dans quelques instants. Et puis également vous dire que j'assure la direction générale d'un établissement public de l'État qui s'appelle l'Europe des projets architecturaux et urbains, ce qui amène à piloter par exemple des programmes comme Europan pour ceux qui s'intéressent à l'architecture sur le territoire clermontois. Alors, cette école de la modernité, et pour plonger dans le sujet, ici on vous découvrait une très belle villa d'Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal. Je vais vous égrener quelques images qui sont dans l'ouvrage. Cette école de la modernité, elle prend naissance sur un territoire que j'évoquais tout d'abord marécageux, qui est celui du delta de l'Aire. C'est également, comme en témoignent ces images, d'abord la ville d'Hiver, d'accord, le bassin d'Arcachon, comme premier élément cardinal de son développement, c'est la ville d'Hiver. On est en 1860, on est avec Émile et Isaac Pereire, d'accord, qui installent progressivement sur le territoire d'Arcachon un travail très étroit de plan qui se met en place avec un grand plan schéma directeur, un plan d'ensemble élaboré en 1856. Ensuite, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le développement urbain se fait en réalité par l'arrivée de la ligne de chemin de fer depuis Bordeaux jusqu'à Arcachon, qui est située ici. Donc cette ligne de chemin de fer est très importante pour le développement d'Arcachon. C'est ce qui conduit en réalité au fait que Arcachon va prendre un essor relativement important, et le développement de cette ligne de chemin de fer va conduire au développement notoire donc, de ce territoire, avec une compagnie qui est celle de la compagnie du chemin de fer du Midi, qui donc va venir relier Arcachon à Bordeaux. Et on aura également une seconde ligne de chemin de fer quelques années après qui viendra traverser jusqu'à la commune de Lège, qui est située au nord bassin, et qui conduira là aussi à des développements extrêmement forts de ce territoire. Pour vous en donner quelques éléments donc importants et parce qu'on a toujours cette image des maisons arcachonnaises. Qu'est-ce que sont ces maisons arcachonnaises ? D'abord, c'était un lieu de médecine préventive. C'est-à-dire qu'on a vu le développement de la ville d'Hiver en se disant que c'est un lieu de médecine préventive parce qu'il y a un climat spécifique lié au pain, lié à l'aérisme, lié à l'hygiénisme aussi dans ce contexte-là. Et on développe une station balnéaire autour de l'idée d'une station qui est d'abord et avant tout une station climatique. Et dans ce contexte-là, on va avoir un vocabulaire de maisons très particulier qui vont se développer, ce qu'on appelle souvent le style arcachonnais à tort, on verra, mais qui donne ces grandes villas qui se prolongeront jusqu'au tournant du siècle, avec un vocabulaire très particulier où on retrouve cette logique de véranda, c'est-à-dire ces espaces souvent en avancée, la logique de loggia, la question des balcons, comme vous avez ici, et vous retrouvez l'empereur Napoléon III d'ailleurs au balcon de cette merveilleuse maison, ou les questions des varangues, avec la varangue qui était une des modénatures très marquées en réalité de l'architecture antillaise et qui a été reprise très souvent dans l'architecture de ce territoire. Ensuite, on retrouve aussi des petits détails architecturaux comme les frises, les lambrequins, le bossage en façade, qui sont quelques éléments un peu iconiques, souvent très marquants de cette architecture extrêmement savante, extrêmement détaillée du bassin d'Arcachon, avec quelques éléments notoires, cardinaux, figures marquantes, comme vous avez ici sur votre bas à gauche et que vous pouvez découvrir plus précisément dans l'ouvrage, comme le casino mauresque qui aujourd'hui n'existe plus, ou le buffet chinois d'Arcachon qui datait de 1863. Ici, à l'image, donc c'est une image de 1859 où vous retrouvez le couple impérial donc au balcon. C'est au même moment où on développe l'huître sur le bassin d'Arcachon qui prend une ampleur. Il faut savoir que Napoléon III viendra une première fois en 1859, il y retournera avec l'impératrice Eugénie en 1863.
Voilà, donc premier élément, c'est d'identité, c'est ce territoire si particulier avec cette architecture climatique liée à l'installation de la ville d'hiver sur le territoire. Le deuxième élément qui marque la modernité sur le bassin d'Arcachon, ça va être le développement de la partie liée au Moulot. Alors c'est une commune non loin d'Arcachon, même qui lui est dans sa périphérie directe, et avec un développement balnéaire qui a été recherché immédiat sur ce territoire. Et on a un expert de l'architecture qui intervient, qui est Roger-Henri Expert, et qui va réaliser des maisons assez exceptionnelles sur le territoire, notamment la villa Tétis et Kypris. Ici, à l'image, vous avez la villa Kypris, donc en front de mer, que vous retrouvez, une villa extrêmement blanche. Là, vous avez la fameuse jetée du Moulot. Vous retrouvez le plan en contrebas, et le tableau que vous avez sur votre gauche, c'est une vue intérieure réalisée par Édouard Manet sur ce territoire du bassin d'Arcachon, avec cette ambiance très chaleureuse d'un salon bourgeois arcachonnais. Dans ce contexte-là, donc cette fois-ci, on est en 1924, on est en 1927, pour ce qui concerne ces grandes villas réalisées par Roger-Henri Expert. On arrive sur les arts décoratifs, on n'est plus du tout dans la période tournant du siècle, et on tombe dans les arts décoratifs, et vont se développer et se déployer au même moment, donner naissance au développement de l'épisode basque sur ce territoire, qui est en particulier le développement de résidences secondaires avec un acteur clé sur le territoire qui est Louis Gaume. Louis Gaume, c'est un couvreur-zingueur auvergnat qui viendra s'installer et déployer une architecture très particulière qui est celle des maisons à double pente, des maisons qui ont un badigeon de couleur rouge ou vert en façade, et donc ces réaux de couleurs, et où on a des familles extrêmement notoires, extrêmement importantes, qui viendront s'installer sur le territoire, comme la famille Vuitton, la famille Michelin, par exemple, qui s'y installeront. Voilà, vous avez quelques vues à présent des villas de Roger-Henri Expert. Ici, c'est la villa Tétis. Donc, vous retrouvez ces grands espaces très généreux en rotonde en façade. Vous voyez les intérieurs qui cultivent une forme d'école de la modernité aussi très marquante sur le territoire. Et vous retrouvez aussi ces photomontages finalement avant l'heure sur le territoire avec ces lavis colorés, comme vous pouvez le retrouver à présent sur cette image. Voilà, ici sur quelques éléments aussi notoires sur cette architecture basque et que vous retrouvez ici, donc vous voyez les interprétations, et qui donneront naissance en particulier, pour ceux qui connaissent ce territoire, par exemple au développement de la Corniche, qui est le fameux hôtel-restaurant au Pilat, qui est devenu un palace aujourd'hui, repris par Philippe Starck dans son design intérieur, et qui bien évidemment à l'époque était une architecture basque. Voilà quelques éléments que je vous donne en aperçu finalement sur l'ouvrage. Alors dans l'ouvrage vous découvrirez aussi un certain nombre de vues intérieures, qui ont été réalisées pour l'ouvrage, avec des vues inédites, ici avec des vues en drone, un coucher de soleil ici sur la face du Minbeau. Vous retrouvez la partie océan sur la partie haute, la partie en contrebas ici à marée basse. Vous voyez que les parcs ostéicoles se découvrent. Ici vous avez la fameuse conche du Minbeau qui est ici, avec donc la pointe du cap ferré qui se dessine, le fameux sémaphore. Le phare n'est pas très loin ici, et vous devinez ici les fameuses places du bassin d'Arcachon, le banc d'Arguin et le Pilat derrière, pour ceux qui en connaissent la géographie. Vous retrouvez là quelques parcs à huîtres pour vous en donner le symbole. Pour vous donner aussi un aperçu de quelques œuvres, puisqu'il y a un travail pictural qui a été rassemblé dans l'ouvrage dans la perspective de pouvoir donner à voir en fait
les artistes qui sont intervenus sur le territoire. Vous avez un tableau de Delacroix, enfin une esquisse de Delacroix, pardonnez-moi pour être plus précis, et puis ces villages austréicoles qui sont venus se développer en fait en face d'Arcachon et sur lesquels on accédait depuis Arcachon en bateau. Les fameuses villas, les cabanes chanquées, qui étaient ces villas de surveillance des parcs à huîtres autour de l'île aux oiseaux. Et puis, dernier pan, puisqu'on parle d'architecture, donc je vous rappelle, premier volet de la modernité, c'est celui de la ville d'hiver. Deuxième volet de cette modernité, une figure notoire, Roger-Henri Expert, pour aller très vite, le développement du moulot. Et puis, au tournant des années 20 et 30, l'arrivée et le passage très remarqué sur le territoire de Le Corbusier, grande figure de l'architecture, qui aura peu construit néanmoins, mais il y vient en vacances, il y réalise un certain nombre de croquis, de films, on le voit ramasser un certain nombre de coquillages également sur ce territoire, et il est dans un premier temps extrêmement fasciné par ces villages de pêcheurs que vous avez vus il y a quelques instants auparavant, notamment à travers les maisons qui sont proposées, puisqu'il les trouve particulièrement, je cite, honnêtes d'esprit dans sa construction. C'est-à-dire qu'il reconnaît dans la maison du pêcheur une simplicité architecturale qui pour lui n'est pas bien évidemment sans influence quand on verra ce qu'il produira à Roquebrune-Cap-Martin par exemple sur la côte méditerranéenne où il jouera bien évidemment dans le pavillon qu'il propose à Roquebrune-Cap-Martin une influence très directe au bassin d'Arcachon. Ces cabanes, juste pour vous donner un tout petit aperçu sur le rôle justement de ces cabanes de pêcheurs, à l'époque, donc tous ces villages qui sont Piqueil, Piraillan, Lavigne, pour ceux qui connaissent ce territoire, vont passer d'une trentaine de maisons à, pour certaines, 130 pour les villages les plus importants. Ces maisons sont jamais mitoyennes, toujours dans un plan quadrillé, des venelles extrêmement étroites comme en témoigne l'image que vous avez à présent, pas de commerce à l'intérieur, pas de cheminée, pas de meubles autorisés, et on est au maximum sur 8 mètres de large, 6 mètres de profondeur, les parois en bois avec des couvre-joints qui sont installés et passés au carbonyle, ce qui donne cette image souvent très du pain noir qu'on retrouve, qui est assez caractéristique de ce territoire. Pour en revenir à Le Corbusier donc arrive pour son premier voyage en septembre 1918. Il parcourt ce territoire dans des pinasses, pour d'autres des pinassotes, comme vous pouvez le voir ici. Il est avec sa famille sur le territoire, il fait de la lutte sur la plage, il se baigne également à travers des nages oniriques extrêmement dont il compte et il raconte également à sa mère, puisqu'il a une correspondance très importante avec sa mère à ce moment-là, et qu'il développe. Il invite aussi de très nombreuses personnalités à le rejoindre, fuyant finalement Arcachon et le caractère très mondain d'Arcachon, pour s'installer à Piqueil, dans une pension de famille qui s'appelle Chanteclair, et où il va y passer du temps avec, par exemple, des artistes comme Jean Cocteau, qui s'installeront sur le territoire. On pense aussi à Jean Badovici qui viendra également sur ce territoire. Il viendra pendant en gros une dizaine d'années qui seront importants pour lui sur le territoire, et il quittera définitivement ce territoire en 1936. Voilà, donc pendant près de 10 ans il vient de manière extrêmement régulière, et c'est à partir de 1936 qu'il quittera ce territoire pour rejoindre finalement le territoire méditerranéen. Alors, qu'est-ce qu'il produit sur ce territoire ? Il va produire bien évidemment un certain nombre de peintures. Ici, vous avez donc la pêcheuse d'huîtres, qui est une huile qu'il produit aujourd'hui préservée par la Fondation Le Corbusier. Vous avez sur votre droite la fille du gardien du phare, que vous avez ici donc sur votre droite, également conservée à la Fondation Le Corbusier.
de cette production, et il va également faire une production architecturale relativement importante et notoire, qui sera la cité de Lège, la fameuse cité qu'il fait pour un industriel qui s'appelle Henri Frugès. Henri Frugès qui interviendra sur, pour le compte de qui il réalisera ces logements sociaux. On est entre 1923 et 1935 et qui préfigureront une cité extrêmement importante qui est celle de la cité de Pessac qu'on connaît bien pour les Bordelais. Cette cité, elle comprend très concrètement 7 logements, 3 logements de type A, 3 logements de type B, et puis une maison collective également au centre qui permet d'être un espace de cantine, de restauration installé sur ce territoire. Voilà, donc troisième pan finalement d'une modernité révolue et constante qui s'installe sur ce territoire qui est très marqué. Alors, ce développement va conduire bien évidemment au développement très important du territoire. Ça va conduire aussi à l'installation d'une gestion touristique associée à ce territoire. Et en 1966, Georges Pompidou fait un passage en hélicoptère sur le territoire et va missionner en 1967 une mission interministérielle sur l'aménagement de la côte aquitaine qui va conduire à développer ce qu'on appelle la MIACA, donc qui est une grande mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine et qui conduira à la préservation de la forêt sur la grande partie que vous avez ici, et puis au développement d'un point de vue programmatique de ces villages sur la pointe du Cap Ferret. Pour retrouver Arcachon ici, pour ceux qui connaissent, la pointe du Cap Ferret de la ville du village ici, et puis le fond de bassin, le delta de l'air qui est ici. Voilà, et donc ça, ce sera un tournant très important, cette installation de la MIACA, avec une volonté d'un tournant écologique avant l'heure, finalement, après le choc pétrolier, notamment de 1970, avec donc l'installation aussi d'agences très importantes comme l'UPA4 sur le Cap Ferret, qui va intervenir pour l'aménagement de ce territoire. Donc l'UPA4, c'est une équipe d'agences d'architecture qui vont travailler pour l'aménagement de cette partie-là. Vous aurez une autre partie qui s'appellera l'UPA5 ici, dans le cadre de son développement. Et puis, c'est aussi une manière de répondre au développement de la plaisance sur ce territoire qui est extrêmement important. On aura des agences notoires comme l'Atelier de Montrouge qui interviendront. Voilà. Sur cette école de la modernité, elle s'incarne aussi, elle s'incarne également par une école bordelaise qui se développe et une agence particulière que vous avez ici à l'image, qui est celle de l'atelier Salier-Courtois-Lajuste-Sadirac, fondé en réalité à l'origine par Yves Salier et Adrien Courtois, qui sont deux grandes figures de l'architecture bordelaise. Et puis, ils sont passants en réalité genèse, puisqu'ils sont eux-mêmes les héritiers d'une autre agence qui était celui de l'atelier Pierre Ferré, qui était extrêmement importante structure bordelaise de l'architecture. Alors, ils vont parcourir le monde, oui, mais pas totalement non plus, parce que l'agence regarde d'abord et avant tout à travers les revues de l'époque, et notamment les revues d'architecture, pour produire cette architecture de la modernité. Ils iront voir donc dans les revues qu'est-ce qui est publié. C'est l'architecture brésilienne, l'architecture américaine, l'architecture japonaise qui est présentée. Ils verront Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, et on a une production très particulière qui est très marquée par cette écriture très blanche de la modernité. Ici vous avez une architecture japonaise qui est reprise ensuite dans plusieurs réalisations de maisons, et vous avez donc une école de la modernité qui vient
s'installer sur ce territoire avec ces maisons en bois qui sont créées, ces murs blancs également qui sont très marquants, des systèmes constructifs extrêmement simples et qui vont se généraliser avec le développement en particulier d'une maison très accessible pour tous, qui vont appeler la Girole. Ça c'est pour faire, ce sera le clin d'œil auvergnat finalement du bassin d'Arcachon, parce que en réalité les maisons poussent comme des champignons et il y aura près de 800 maisons qui seront produites sur ce territoire et qui sont des maisons extrêmement accessibles, toujours un toit à double pente, qui sont développés, le panneau préfabriqué, des enduits de mortier en façade, vous voyez sur les deux façades latérales, et donc c'est une maison qui aura un succès immense, à tel point qu'elle sera publiée, vous le voyez ici à l'image, dans le magazine L'Aile, avec des vues intérieures également qui sont développées. On poursuit également dans cette aventure avec d'autres constructions très légères qui se déploieront sur le territoire. Ici, de l'agence Opus et Agora, vous voyez également se développer ce qu'on appelle le Tétrodon, qui est une initiative que vous retrouverez dans l'ouvrage. Et ce Tétrodon est des dispositifs d'habitat loisir léger, fait notamment par Annie Tribel, Siriani, et qui jouera un rôle d'habitat très léger de loisirs, et notamment déployé dans le cadre d'un VVF. Et puis cette école de la modernité, elle s'achève d'une certaine manière à partir de cette grande épisode de Salier-Courtois-Lajusse par de très grands noms et nombreux noms qui investissent en réalité ce territoire, notamment par exemple les agences Sigu par exemple, qui réalisent ici une boulangerie avec un logement au-dessus, qui est donc sur la fameuse départementale de Lège-Cap-Ferré, ou sur l'image que vous avez ici à droite, l'implication de Philippe Starck sur ce territoire. Voilà. Et donc cette expérience bordelaise, elle a un rôle extrêmement important dans les héritages qu'elle constitue et marqueront en fait ce territoire de manière extrêmement considérable. Alors l'ouvrage il est composé en réalité de deux parties, quand vous le découvrirez. La première partie c'est donc cet essai introductif lié à l'histoire de l'aménagement que je viens de tenter de vous résumer sur cette mer intérieure que constitue le bassin d'Arcachon, et puis d'une seconde partie qui livre en réalité des réalisations inédites, exceptionnelles sur le territoire. Donc on n'est encore une fois pas dans les villas tournant du siècle, on est vraiment dans les villas modernes associées à ce territoire. Et là par exemple vous avez la villa Cocotte sur le territoire, et chaque villa est présentée entre 6 à 8 pages et explicite en réalité les partis pris, les intentions qui ont conduit à la réalisation de ces maisons. Alors la ville d'hiver, il y a une maison qui correspond à cette histoire de la modernité, c'est celle faite par Yves Salier en 1952, qui est la villa Jean Lagarde. Vous retrouvez beaucoup de codes des années 50 très marquants, notamment sur ses façades, un travail de menuiserie extrêmement exceptionnel dans les aménagements intérieurs entre l'espace de séjour et l'espace de cuisine. Vous retrouvez également les mobilités qui sont placées au centre. On n'est pas pour rien dans les 30 Glorieuses qui s'engagent, et vous voyez le parcours de la voiture qui est pensé à l'intérieur de cette maison, qui signe la dernière villa en réalité de la ville d'hiver. Vous avez en arrière-plan derrière, en arrière-plan, pardonnez-moi pour le pléonasme, la villa Alexandre Dumas,
qui est une des plus belles villas du bassin d'Arcachon. Voilà, alors, il y a des manifestes, oui, d'une école de la modernité, des maisons pour des professions libérales, des maisons extrêmement cossues, et en même temps, vous avez des maisons beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes, et c'est aussi ce que révèle cet ouvrage, ou tente de révéler cet ouvrage. Ici, une maison avec Courtois et Salier qui s'associent, et qui réalisent cette maison Jean Martin, qui est en même temps une villa manifeste sur cette nouvelle architecture qu'il propose. Elle est manifeste parce que vous voyez que vous avez l'installation d'une cuisine laboratoire extrêmement simple avec le formica, un aménagement très sommaire à l'intérieur, très minimal dans son dessin. Ça paraît pas grand-chose, mais ce sont bien évidemment à l'époque des révolutions de l'envisager ainsi. Les maisons de vacances vont se développer, d'abord et avant tout pour des professions libérales. C'est le cas par exemple de cette maison du docteur Laporte, et où l'influence scandinave a été extrêmement marquante dans l'installation, le déploiement de cette pergola, et cette maison a été aujourd'hui préservée. Vous retrouvez ici une image de l'intérieur. Sa propriétaire Janine Laporte habite toujours à l'intérieur de cette habitation qu'elle avait commanditée en 1960. Vous avez une vue cette fois-ci d'oiseaux qui vous est proposée. De très grands décorateurs sont intervenus sur ce territoire. Exemple, la villa Jacques Furst, l'Escarbille, donc où vous avez l'influence du décor qui est notoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un architecte qui s'appelle Louis Su. Louis Su, c'était un immense décorateur français et qui est intervenu notamment dans le dessin des paquebots. Et on voit toute la mesure décorative de ce territoire, de cette architecture qu'il propose, avec ses espaces intérieurs en bois, un design de mobilier, une décoration très poussée de ces espaces intérieurs, et puis en même temps une écriture très directe, très franche, avec ces façades blanches de la maison. Vous retrouvez l'Arcoa en bas, qui est le fameux bateau très emblématique du bassin d'Arcachon à moteur qui sera développé à la même époque, qui est une des images très marquées marquantes de ce territoire. Vous avez, pour revenir à Issalier, et sur lequel on reviendra, à cette Dirac, Courtois, donc la villa par exemple Jacques Girondeau, qui est sur ce territoire installée. Ici, vous voyez, une crémaillère qui vient offrir des vues différentes pour chacune des chambres. Et puis, bien sûr, des portes à pivot, l'âtre de cheminée qui est très marquant, un travail toujours sur la menuiserie, les bibliothèques et les transparences, le rapport entre l'extérieur et l'intérieur, qu'on verra chez de très nombreux architectes se déployer autour des années 60. Ce n'est pas les seuls à travers ces villes-là. De nombreux constructeurs, par exemple, de grands ensembles s'intéressent à cette question. Je pense en particulier, par exemple, à l'architecte Jean Dubuisson, qui pousse cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. Vous retrouvez ici la sérénité japonaise mise en image sur ce territoire, avec cette trame très régulière qui sera marquante de la fameuse girole que j'évoquais quelques secondes auparavant. Vous retrouvez aussi, par ce jeu de claustras et d'aménagement intérieur, des éléments très marqués par rapport à cette architecture très savante en fait dans sa mise en œuvre. Et cette sous-face extrêmement simple avec ce jeu de frisettes qui, tout en simplicité, donne à voir et à lire une architecture extrêmement sobre, efficace sur le territoire. Alors, la réalisation de cet ouvrage, c'est aussi un certain nombre de découvertes, des maisons qui n'avaient bien évidemment pas été identifiées, pas repérées. C'est le cas par exemple de cette villa Florenti, où dans le cadre d'une correspondance en archives, on découvre en fait comment ils ont pu penser cette villa
pour qu'elle puisse être sport et décontractée. Et on le voit parce que vous avez le 420, le 420 qui est aussi une des images des bateaux emblématiques du bassin d'Arcachon, qui aura fait l'objet d'un prix olympique. D'ailleurs, c'est un des bateaux français extrêmement marquants de la modernité de cette époque. Les premiers bateaux datent de 1958. Là, c'est un bateau, c'est une maison qui prend place en 1964, et on voit que le bateau s'insère à l'intérieur de l'habitation dans une visée aussi de pouvoir vivre de manière très décontractée sur ce territoire. La fameuse villa cocotte, qui se déploie comme une cocotte en béton, avec un jeu savant d'intégration de la question de la lumière à l'intérieur de l'habitation. Vous voyez avec ces petites lampes tuyaux qui sont un élément décoratif absolument exceptionnel, ces ouvertures à l'horizontale, ces vues qui pénètrent à l'intérieur de la construction, et puis ces immenses conduits de cheminée dans ce contexte-là. Voilà, et qui donneront lieu aussi à des manifestes avec l'emphase moderne. Là, on est davantage dans un palais qui est extrêmement marquant. On retrouve l'architecture brésilienne dans cette architecture de la Villa Jeunesse, qui fait aujourd'hui l'objet d'un classement monument historique de cette villa, qui était insérée au milieu des pins, avec une architecture finalement très brutaliste, des grands bétons qui viennent scander et qui donneront donc la couverture de l'ouvrage. Voilà les quelques vues des espaces de cette maison noyée dans la nature, les espaces intérieurs que vous voyez avec ces fameux salons à l'américaine, c'est-à-dire creusés souvent. Alors c'est pas le cas dans cette ville-là, mais on retrouve souvent ça dans le vocabulaire de Salier-Courtois-Lajusse-Sadirac. Et puis ces vues sur la mer qui sont posées. Ce sont aussi des architectes comme Francis Lafont, décorateur en réalité. Il s'associe à un architecte pour déployer cette villa du docteur G, marquée par cet escalier sculptural, les lambris tout simples qui sont marqués, l'âtre de cheminée sur lequel au moment de la construction, était refusé d'y installer une banquette, qui était un élément iconique du travail de Francis Lafont. Vous retrouvez la transparence de la maison, qui propose aussi des vues assez exceptionnelles sur le bassin d'Arcachon. Un jeu de passe-plat qui est déployé. Vous voyez qu'il y a un travail de menuiserie extrêmement savant sur le territoire, sur cette maison. La fameuse Villa Martino. La Villa Martino, c'est une villa qui est une villa marquée par le pop qui se développe. On est en 68, les formes un peu rigides, angulaires, droites, vont céder à la forme courbe, et vous voyez que la maison s'arrondit dans ses angles. Dans son premier dessin, il s'agit d'un soubassement très rectangulaire qui est proposé. Là, on a un angle qui s'installe, courbe, dans le cadre de la fabrication de cette maison, et on voit tout le tournant et le vocabulaire pop qui s'y installe, les rideaux qui sont orange, les moquettes qui peuvent s'y installer. Il y a un travail de mobilier également très marqué de cet héritage. Dans les émules de Salier-Courtois-Lajusse-Sadirac, cette grande agence, il y aura de très très nombreux architectes qui passeront par cette agence et qui seront formés et qui conduiront à construire cette modernité. C'est le cas en particulier d'un architecte qui est celui-ci, Michel Pétuolétan, qui réalise en réalité deux maisons, l'une à côté de l'autre, qui dialoguent l'une avec l'autre et qui sont absolument exceptionnelles. C'est la villa du docteur Blanchot et la villa d'Utreil que vous allez découvrir dans quelques instants.
Alors, la villa du docteur Blanchot est une maison qui abandonne le bois, comme on l'avait eu souvent avec Salier-Courtois-Lajusse-Sadirac, au profit des mécanos en métal. Il fait d'ailleurs un peu un transfert de ces méthodes dans le champ de l'acier. Il proposera d'ailleurs même, comme on l'aura eu pour la Girole que j'évoquais tout à l'heure, la tentative de vendre aux Galeries Lafayette la maison en boulon et donc en kit qu'il propose et qui sera un échec commercial fort. Mais cette tentative le conduit à faire des maisons en porte-à-faux sur la dune. Et donc on vient araser la dune, installer, vous avez la dune qui est ici, en coupe le bâtiment qui s'insère à l'intérieur de la dune, et on vient le recouvrir et avec un immense porte-à-faux qui est assez spectaculaire, et dans lequel on vient installer l'entièreté de la maison, vous voyez, en porte-à-faux au-dessus de la mer et du sol, qui conduit à des porte-à-faux tout à fait inédits et originaux. Voilà la maison telle qu'elle s'insère dans son paysage, et voilà la vue qu'elle propose au-dessus de l'eau. On est sur des réalisations qui peuvent paraître très simples comme ça, mais c'est extrêmement technique, extrêmement savant et extrêmement novateur, bien évidemment, pour l'époque, dans le dessin et dans la prouesse aussi d'ingénierie qui est proposée. Voilà une vue de l'intérieur d'une certaine manière, et vous voyez, on reprend les codes de la villa américaine avec le salon en décaissé qui s'y installe autour de la cheminée. De l'autre côté, on retrouve également un lit qui se déploie, et on habite en fonction du soleil cet espace intérieur de la maison. Vous avez une des villas qui a été finalement la plus incroyable dans l'aventure qu'on avait réalisée avec Élise Guerme de rassembler cet ouvrage qui est pour moi très emblématique. C'est la Villa Ollier, avec une structure qu'on dit moisée. Un moisage, c'est une prise à fort de 2 lames de bois avec une troisième au milieu, vous allez le voir en image, et vous avez cette toiture en évryte qui est marquante. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous êtes pile poil au-dessus du village de l'Herbe, ce fameux territoire, 137 maisons d'ostréiculteurs. On vient s'installer à partir des années 50, on a plus de place, on vient s'installer sur la dune, et on propose des vues à la fois sur le village, mais aussi sur l'ensemble du bassin d'Arcachon. Vous avez en face, ici, la ville d'Arcachon, que vous commencez à deviner sur le territoire. La structure moisée est donc celle-ci, voilà la prise à fort de morceaux de bois. Vous voyez, la maison est comme une cabane, et qui, bien évidemment, dessine le débat contemporain pour ceux qui, là encore, connaissent ce territoire, avec le travail de Bartherotte. Je reviendrai sur quelques instants à une critique que j'essaierai de vous étayer des raisons aussi de parfois la mauvaise interprétation liée à ce vocabulaire lié à la cabane. On poursuit avec l'intérieur de cette maison, avec donc les vues qui se déploient, assez extraordinaires, et vous voyez toujours une recherche des vues vers l'extérieur depuis la maison. Donc là on est depuis la salle à manger, l'espace de salon, et on donne à voir donc le bassin d'Arcachon. Donc on est toujours dans une recherche des vues par les architectes Salier-Courtois en l'occurrence. Cette maison est faite en même moment pour vous donner la capacité de cette agence à renouveler leur vocabulaire. On est purement dans le style brutaliste et la radicalité brutaliste. On est dans une villa à l'herbe et qui déploie un kiosque avec une vue absolument exceptionnelle sur lequel on vient s'installer, se loger à l'intérieur. Là encore, on est sur des maisons de médecins. C'est une maison qui a été réalisée pour le docteur Février à l'époque.
Vous retrouvez le style pop qui transcende les espaces intérieurs. C'est complètement fou dans les couleurs que vous pouvez. On vient assurer un rôle pictural assez marqué sur le mur, avec des murs de couleur rouge très, très flamboyants. L'espace de cuisine avec la cuisine avec une eau centrale, les murs colorés, le mobilier avec des couleurs très chatoyantes qui viennent rompre avec le caractère très brutaliste des murs qui sont quant à eux en béton. Voilà quelques vues de ces espaces de cuisine, de ces espaces de salle de bain. Et cette école de la modernité, elle se traduit par du béton, par du bois. Ici, la fameuse villa maison algérienne, c'est la figure souvent qu'on retient quand on visite ce territoire en bateau, qui est un amer absolument incroyable. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste à côté, ça serait une toute petite maison de l'école moderne que vous retrouvez là. Vous avez ici la vue perspective qui avait été identifiée en archives et qui, bien évidemment, est un belvédère absolument incroyable d'une cabane plantée sur la dune au milieu des pins. Parce que le bassin d'Arcachon, ce sont aussi des structures et des entités paysagères tout à fait exceptionnelles qui se déploient. Vous voyez là les façades ici est, ouest, nord, sud, qui vous permettent de prendre en considération les espaces intérieurs avec cette échelle de meunier qu'on peut retrouver, qui est tout un art de vivre en réalité sur le territoire. La Villa des Flots se déploie, c'est donc les frères Debègue qui en assureront la maîtrise d'œuvre. Maison inédite, vous retrouvez les fameuses chaises Pantone à l'intérieur de l'habitation. On est vraiment sur cette architecture très marquée des années 60-70 qui s'y déploie à l'intérieur de ce territoire. Les fameux tétrodons que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on a des grandes villas, mais on a aussi un habitat plus modeste, plus léger qui s'y installe, le déploiement des campings sur le territoire, et en l'occurrence, vous voyez ces habitats à loisirs légers qui sont réalisés par Jacques Bers, Henri Siriani et Annie Tribel pour ce qui concerne la décoration intérieure, et ces fameux tétrodons se superposent les uns au-dessus des autres. Ils peuvent se superposer et ils font surtout la taille d'un conteneur, et donc ils sont livrés sur place parce qu'ils font la taille d'un conteneur. Vous retrouvez ici l'armature du conteneur et on vient faire sortir et émerger des boîtes, vous voyez, qui vont augmenter en fait la surface intérieure d'habitation dans ce contexte-là pour y loger à l'intérieur 6 personnes, voire 8 personnes. Et vous avez une décoration, un art très soigné, vous voyez, de la mise en œuvre des espaces intérieurs, la fameuse cabine pour se laver avec une porte de bateau, comme dans un paquebot. Vous voyez l'espace pour déjeuner, tout à fait exceptionnel, et puis ce jeu de superposition sur lequel vous comprenez tout de suite comment vous pouvez le déployer, et sachant qu'on est bien évidemment, c'est une tentative pour d'abord loger des logements ouvriers. La première tentative des tétrodons s'installe à Fos, puis ensuite pour des touristes ici à Claouet dans le cadre d'un VVF. On est véritablement dans une expérimentation pour le coup du logement touristique, déployé par le plan urbanisme, à l'époque le plan construction, dans la perspective de pouvoir offrir un logement démocratique et un logement pour tous. Voilà, je vais vous passer ces quelques maisons. Celle-ci est une maison à retenir également dans le corpus, est une maison de Jacques Ondelat, célèbre architecte français, et qui offre cette boîte noire sur le fond de bassin et qui propose une vue totalement inédite, et qui, quant à lui, dirigera l'école d'architecture de Bordeaux et influencera de manière tout à fait notoire le territoire,
donc avec une radicalité, vous voyez, dans la modernité de ces espaces intérieurs, le fameux l'utilisation du noir, les sols blancs, et puis cette boîte noire qui déploie également une symétrie parfaite avec l'escalier qui traverse l'habitation, l'espace de cuisine que vous retrouvez ici dans sa radicalité, grande simplicité d'image, et qui là encore fera des émules et des héritages avec ici une fameuse agence qui s'appellera les Épinards Bleus, avec une radicalité dans la construction, dans la qualité des images de l'architecture qui est proposée. Voilà, vous découvrez à présent la Lillet, qui est une palombière postmoderne de Patrick Hernandez sur le territoire. On est donc la Lillet, c'est la fameuse famille Lillet, l'alcool fort et d'apéritif qui est consommé souvent en Gironde et en particulier sur le bassin d'Arcachon. L'alcool local, la suze locale d'une certaine manière, et cette palombière, vous voyez, fait preuve d'une radicalité extrêmement marquante, d'un mouvement postmoderne qui s'affirme avec, voilà, comme si elle n'était pas achevée, et puis il y a ce belvédère palombière qui donne des vues sur le bassin intérieur, mais également sur l'océan à l'intérieur. Et dedans, vous voyez une radicalité totalement différente, où on a un travail de menuiserie très marquant, avec cette simplicité du canapé, l'espace de restauration, la salle de bain intérieure de la chambre. Remettez ça dans le contexte, on est véritablement sur une architecture d'avant-garde dans la mise en œuvre de ces maisons. Ici, c'est la Villa Lanus qui propose une ouverture-fermeture de la maison avec qu'on vient s'insérer dans la pente et en particulier dans la dune, permettant de déployer 2 étages sur cette habitation. Et une radicalité des espaces intérieurs, non sans appel, bien évidemment, à l'architecture qu'on connaît de Le Corbusier. Voilà, vous retrouvez ces villages et cette dune, et puis dans l'architecture plus contemporaine, donc la Villa Pago Pago, la fête à la cabane, c'est une villa réalisée par l'architecte Jacques Ondelat. C'est sa première, Raphaël Ondelat, fille de Jacques Ondelat, pardonnez-moi. C'est l'une de ses premières œuvres qu'elle réalise. Elle s'installe donc au rez-de-chaussée pour y faire la fête. Au premier étage, c'est l'espace de vie. Donc vous voyez l'espace de vie installé avec un hamac, de pouvoir y disposer en fonction des activités. L'hiver, on y met le bateau à l'abri, on y met les pêcheurs, et puis l'été, on y fait la fête parce que c'est un espace de villégiature saisonnière, et donc avec d'autres usages, et on y installe en particulier une chambre extérieure, ici, donc avec un lit qui peut y prendre place. Vous avez votre espace de salle de bain en extérieur, qui est un usage tout à fait courant de cette maison. J'ai eu l'occasion d'y résider, c'est absolument fantastique. Vous avez le sanglier qui passe au milieu de l'habitation, c'est assez étonnant en réalité. Et vous êtes plongé dans la nature, bien que vous soyez en réalité dans un espace qui est un des espaces les plus denses. Vous me pardonnerez la coquetterie de vous montrer une femme nue en train de se prendre une douche dans l'image en haut à gauche, et qui permet de prendre conscience qu'en réalité, voilà, c'est tout un art de vivre en extérieur qui est proposé dans ce contexte-là, de pouvoir se laver, de pouvoir manger, y faire la fête, et même donc de pouvoir y dormir. Voilà l'espace intérieur de cette cabane. Là, c'est l'espace de restauration, l'espace de cuisine, une chambre plus traditionnelle que vous pouvez y voir.
Et puis, c'est enfin des immenses noms qui vont s'installer. Et là, finalement, ça marque définitivement cette pensée de la modernité. C'est Anne Lacaton, Jean-Philippe Vassal, les fameux Pritzker de l'architecture, qui signeront cette villa d'Artois sur l'espace et qui marqueront aussi par un respect profond lié à la sensibilité du territoire, une maison extrêmement économique, tout en aluminium, et préservant totalement la nature avec ces arbres qui traversent l'habitation, et donc on ne vient pas couper et on vient préserver les espaces naturels, et on fera installer un joint de dilatation autour de l'arbre, permettant en réalité qu'elle puisse traverser l'habitation, ce qui est absolument exceptionnel dès lors que vous regardez cette image où vous voyez le tronc traverser l'habitation, préservant la qualité architecturale et puis ce rapport à l'eau totalement inédit. Voilà, une autre maison de Raphaël Onglat qui est sur les espaces intérieurs. Vous voyez que les espaces de desserte sont les plus minimes. La fameuse villa Schilling de Patrick Hernandez qui se fera en extension, qui est une maison finalement comme une cabane d'oiseaux perchée au-dessus d'une piscine. L'image est coupée, mais vous devinez ici un immense bassin d'eau sur lequel vient s'installer la villa. Et puis d'autres personnes qui sont passées chez Salier Courtois la Juste à Dirac, en l'occurrence ici Claude Marty et sa fameuse collection de mobilier Jean Prouvé que vous retrouvez à l'intérieur de l'habitation. Voilà, et vous découvrirez là encore, et je terminerai aussi par quelques noms, la Villa Dune en promontoire, donc Oriane de Ville, qui est une villa tout proche de celle de Raphaël Onglat, qu'on évoquait à l'instant. Et puis je terminerai par cette villa d'Édouard Touton, qui est à la fois un palais, un château contemporain, et en même temps une œuvre qui est absolument incroyable, qui réinterroge fondamentalement l'architecture du bassin, puisque ces maisons qui étaient peut-être parfois petites sont devenues pour certaines immenses, ce sont parfois même des palais, qui est une des critiques qui peut être faite à ce territoire, notamment le travail d'un constructeur qui s'appelle Barterotte, qui avait conçu au départ un certain nombre de petites villas extrêmement malines, en réalité de petites maisons, cabanes, tout en bois, et qui aujourd'hui, face à la demande, deviennent des maisons toujours plus importantes, toujours plus grosses, et que la cabane devenant un palais, bien évidemment, le concept ne fonctionne plus tout à fait de la même manière qui peut être posé. Là, on est sur vraiment une interprétation totalement différente, celle d'Édouard Touton. Vous voyez, réemprunte les codes de la construction en bois. Il ne s'agit pas du tout de bois, mais en réalité de béton. C'est un béton banché qui fait cette texture si particulière sur la façade. Une façade qui est plutôt fermée sur le côté route et sur le côté permettant des vues sur l'espace boisé et une villa tellement ouverte, donnant aussi un caractère absolument exceptionnel la nuit. Vous voyez cette villa totalement ouverte sur les espaces extérieurs et sur ce bassin d'eau. Voilà. Dernière villa que je vous présente, et que vous découvrirez les autres dans l'ouvrage, c'est la Villa D, avec cette maison faite par Jean-Charles Zébo et Martine Arrivé, qui est une maison qui vient d'être livrée à présent, et qui est une villa de 2021-22, et ses occupants viennent de s'installer, vous montrant un peu l'histoire
de ce territoire. Voilà, j'espère en tout cas que je vous ai donné envie de lire l'ouvrage. Voilà ce panorama, cet aperçu, ce parangonnage en fait sur cette petite mer intérieure que constitue le bassin d'Arcachon, et je reste bien évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Une question d'ordre technique. Ouais. Sur la villa d'Artois de la Castelnau-Vassal. Je me demande comment se gère l'étanchéité avec le tronc qui est donc vivant, qui va avoir des mouvements, notamment avec le vent. Et comment on fait pour rester étanche à l'intérieur. Est-ce qu'on le veut d'ailleurs? Ouais, alors, c'est une maison bien évidemment qui fait beaucoup de polémiques aujourd'hui parce que c'est une villa qui a une grande difficulté dans son étanchéité. C'est une villa d'expérimentation. La Catalogne de Vassal déteste le mot d'expérimentation, il ne l'utilise pas du tout. Mais par contre, c'est véritablement dans cette fibre-là qu'il faut le voir. C'est un manifeste. C'est un manifeste de se dire on préserve totalement tous les arbres sur le territoire et on vient construire autour. De fait, la réalité, n'en déplaise à certains, il y a véritablement des problèmes d'étanchéité. Aujourd'hui, le système n'a pas été poussé au maximum. Il y a eu des difficultés d'étanchéité très concrètement. Par contre, il y a un système qui permet de veiller à ce que l'arbre puisse grossir, qui est installé, mis en place. Et avec également un jeu de caoutchouc de mémoire qui est mis autour de l'arbre, permettant de jouer ce système de dilatation. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres observations, questions, remarques? Une question de néophyte, mais par rapport au prix. C'est quand même du. On est dans le luxe, dans l'expérimentation. Il faut qu'il y ait les moyens pour faire ça. Oui, alors les maisons sont des maisons très diverses. Et l'ouvrage, c'est l'objet d'un débat, parce que le Nouvel Obs nous a fait le plaisir de chroniquer cet ouvrage-là, et il pose cette question, justement. Et je pense que fondamentalement, l'ouvrage, oui, il montre certaines maisons à 10 millions d'euros, il faut être honnête. Mais vous avez aussi des maisons qui valent moins de 100 000 euros. D'accord. Pour d'autres. Je vous prends, c'est le cas des Tétrodons, par exemple, qui est déployé, développé, etc. Et vous avez des maisons qui sont d'une grande simplicité. Deuxième élément, c'est que le bassin d'Arcachon n'a pas toujours eu cette cote qu'on peut connaître aujourd'hui. D'ailleurs, on voit un incendie fait chuter fortement, par exemple, la question des ventes aujourd'hui. L'exode urbain a fait augmenter, bondir le prix de l'immobilier localement. Ou en tout cas, le présumé exode urbain. Et donc, c'est très fluctuant, d'abord en fonction des époques. Et cette architecture a d'abord été conçue au tournant des années 50, où bien évidemment le coût n'était pas du tout le même, même si dès cette époque-là, on était plutôt sur des professions libérales, intellectuelles, bordelais qui venaient s'installer sur le territoire. On est sur des maisons économiques pour certaines, oui, avec des modalités de vie très simples. Quand on regarde la villa de Raphaël Ondelat, on est sur des maisons qui sont à 200 000 euros, celle que je vous ai montrée, la fameuse cabane. Voilà, cette maison-là, vous êtes à 200 000 euros et vous avez proposé tout un art de vivre dans le territoire. Voilà. Donc on a vraiment, je pense qu'il n'y a pas de règle. On est vraiment sur une différenciation très forte du prix, sachant que bien évidemment aujourd'hui il y a une logique foncière qui est à regarder sous ce prisme-là. Oui. Question de néophyte également. Vous parlez souvent de villas construites sur des dunes.
Ouais. Et au niveau des sols, comment ça, sur le temps, comment ça s'inscrit justement? Est-ce que ça finit pas par s'enfoncer ou piquer du nez? Alors, je vais vous montrer. Quand on parle du sol, il faut regarder en fait la carte de Cassini ou les très belles cartes de l'époque. Hein. Vous comprenez immédiatement en réalité la géographie de ce territoire si particulier. Voilà, donc vous voyez très bien les sols ici, hein, l'espace boisé d'Arcachon qui donnera naissance à la fameuse ville d'hiver avec son microclimat très spécifique. Le début, encore une fois, de la dune du Pilat. Et ici, la dune du Cap Ferret. La dune du Cap Ferret, c'est bien simple, il y a les villas d'ostréiculteurs qui s'installent au pied de ces dunes, quasiment sur l'eau. On est plutôt sur des systèmes extrêmement simples d'installation. Hein. Comment on fait? On se met à 20 cm du sol, on construit à même le sol, on construit 20 cm au-dessus du sol avec un plancher, on met de l'huile en dessous pour éviter que l'eau remonte. D'accord. C'est comme ça qu'on gérait l'étanchéité de la maison à l'époque. 30 ans plus tard, le parquet est toujours mort et on le refaisait dans ce contexte-là. Ça, c'est pour la partie basse. Il faut imaginer aussi qu'il y avait beaucoup d'établissements flottants. C'est-à-dire qu'on se disait, on a un vieux bateau, une carcasse de bateau, c'est pas grave, on fait échouer le bateau et on vient installer la maison dessus. J'en mets dans l'ouvrage, vous en découvrirez. C'est assez inédit, assez étonnant. C'est la maison flottante avant l'heure ou c'est la maison récupération avant l'heure. Après, pour les très grosses villas qu'on a vues, on est plutôt sur la dune, et là il y a des stratégies très différentes, souvent avec des systèmes de fondation qui vont chercher très profond, par des systèmes de pieux en bois, ou des pieux qui sont des semelles en béton très profondes. Certaines maisons aujourd'hui bougent de manière conséquente. C'est la villa par exemple Cocotte que vous aviez vraiment très haute tout à l'heure. Cette villa par exemple aujourd'hui elle est extrêmement penchée, ce qui la rend très compliquée à vendre parce que tous les gens ont peur bien évidemment qu'elle s'effondre, ce qui est la vérité, hein. Elle commence à s'effondrer, mais bien évidemment on est sur une dune qui s'érane, bouge bien évidemment naturellement, de même que le recul du trait de côte est une véritable problématique. Hein. L'adaptation de ce territoire face au changement climatique aujourd'hui, c'est son défi sûrement du XXIe siècle auquel le territoire sera confronté, hein, avec des mouvements de bancs de sable extrêmement marquants et qui, bien évidemment, conduit à repenser complètement le rapport de l'architecture à son environnement. Quand on a vu un petit peu toutes les méthodes de représentation là, sur notre diapo qui figure aussi dans le livre, ainsi que le cadrage des photos, ce qui nous a fait remarquer quelque chose, c'est le contexte. Est-ce que les architectes qui ont construit toutes ces maisons, ils ont pris en compte le contexte, ou c'est vraiment un lieu d'expérimentation Non, ils prennent très rapidement conscience du contexte. Et c'est un contexte extrêmement inédit, un espace boisé qu'ils veulent respecter dès le départ, et à la fois dans l'espace urbain, hein, à travers l'UPA4, UPA5 que je vous ai raconté au début, où vous allez avoir la moitié de l'espace qui va être l'espace forestier et on le préserve et on va construire que sur une partie. Et aujourd'hui, quand vous parcourez, si vous arpentez ce territoire, vous découvrez à quel point il a été préservé. Il a été préservé non pas ainsi, mais il a été préservé alors avec les fameux célèbres bouchons qui coincent pour aller au Cap Ferret pour ceux qui y ont été, mais en même temps vous avez les premières lignes, par exemple de déplacement à vélo, qui sont déployées. Vous avez 271 km de vélos, de pistes cyclables qui sont installées sur ce territoire. C'est inédit, ça s'installe très tôt, on est dans les années 60-70, et donc c'est assez exceptionnel d'avoir ce déploiement des pistes cyclables et qui viennent se mettre en place, reliant bien évidemment les villes les unes avec les autres. Donc le contexte, les architectes en ont conscience, celles qui côtoient la Juste-Séverac sont très sensibles au développement et à la mobilisation des filières locales, en particulier des filières de bois, puisqu'on est non loin des Landes, et donc d'où le fait qu'on vienne construire avec ces filières constructives associées au territoire. C'est en ça très novateur en fait pour l'époque.